Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité. Ce soir, une semaine après la mise en place des commissions financières de réception et de validation des parrainages, le rapport est présenté à la DGE, porte sur la caution de participation à la présidentielle et le plafonnement du montant de campagne. Et puis, outre la modernisation des écoles et la formation du personnel au sein du ministère de l'enseignement technique, le département vient d'honorer le lauréat de l'année académique 2024-2025. Enfin, au sein de la Grande Muette, le projet Éco-VIH-Sida est officiellement lancé au centre de traitement des maladies transmissibles du camp Alpha Yaya Diallo. L'idée d'améliorer la prise en charge des patients et renforcer les capacités des hôpitaux militaires. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. La Guinée, dans une nouvelle dynamique et engagement pour une administration publique plus moderne et performante, le rapport diagnostic du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration est présenté au premier chef de gouvernement Amadou Iba. Le document jette les bases d'une refondation profonde d'une administration orientée vers l'efficacité et une gouvernance responsable. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Kita. De la réflexion à la validation, c'est une dynamique de transparence et de modernisation que le ministère de la fonction publique a initié cet atelier. Objectif, valider le rapport de diagnostic de notre administration. C'est une étape clé pour dessiner les contours d'une fonction publique plus performante au service exclusif des usagers. Nous avons mobilisé une équipe d'experts qui ont travaillé pendant 8 mois pour poser de bonnes questions aux Guinéens à tous les niveaux, dans toutes les régions, aux acteurs, aux partenaires, la société civile, les autres partenaires sociaux. La réponse à ces questions a permis d'élaborer ce rapport qui a permis de présenter principalement 22 problèmes qui pénalisent le bon fonctionnement de notre administration publique. Ces 22 problèmes reposent sur toutes les dimensions institutionnelles, les dimensions organisationnelles, mais aussi les dimensions fonctionnelles de l'État et de l'administration publique. Experts, hauts fonctionnaires et partenaires techniques et financiers ont décortiqué les forces et les faiblesses identifiées par ce diagnostic approfondi. Au cœur des discussions, l'efficacité de l'action publique, la qualité du service rendu aux citoyens et le bien-être des usagers. L'économie d'un pays ne peut pas prospérer si cette économie n'est pas adossée à une administration publique efficace, efficiente, objective et qui a aussi la capacité de garder les mémoires et d'avoir des actions traçables, surtout dans le contexte contemporain qui veut que tout soit tracé, tout soit suivi, tout soit mesurable pour permettre d'évaluer les compétences des uns et des autres et les performances, bien entendu. Nous avons envoyé des lettres de mission à tous les départements ministériels avec des objectifs, avec des critères d'évaluation qui seront examinés à la fin de l'année. Ce n'est pas pour sanctionner, c'est pour indiquer que chaque acte que nous posons doit être mesurable, doit être qu'on puisse juger de l'efficacité de l'action pour permettre de sanctionner positivement ou négativement les acteurs. Avec la validation de ce diagnostic, c'est une nouvelle feuille de route qui se prépare pour l'administration publique. Un chantier ambitieux dont les premiers effets sont attendus par tous ceux qui œuvrent quotidiennement. Comme annoncé dans les titres, une semaine après la mise en place des commissions financières de réception et de validation des parrainages comme prévu par la loi électorale, un rapport est présenté à la Direction générale des élections. Il porte sur la caution de participation à la présidentielle du 28 décembre 2025, le plafonnement du montant de campagne. On fait le point tout de suite avec Amadou Touré, Abdourazak Souma. C'est la cérémonie de remise officielle du rapport final d'activité de la commission financière
à propos du plafonnement des dépenses de campagne et de caution que chaque candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain doit payer. Elle intervient après une semaine de travaux des membres de cette commission en rapport avec les mandataires des partis politiques concernés. Quand nous avons rendu notre rapport, le contenu sera analysé et étudié par la DGE, dont le code électoral, dans son article 275, donne le pouvoir de fixer la caution et le plafonnement. Donc la commission financière était juste chargée de faire une proposition qui n'est pas une validation. La validation est du côté de la DGE en concertation avec l'ONASUR. Cette proposition de la commission financière mise en place par la Direction générale des élections a tenu compte de plusieurs facteurs tels que le plafonnement des cautions dans certains pays de la sous-région, mais également des montants payés au cours des élections précédentes en Guinée, tout en consultant les mandataires des partis politiques concernés pour leurs propositions. Nous sommes à quelques jours maintenant de l'élection présidentielle. Il serait vraiment très important que nous puissions vraiment définir le montant pour la caution à l'élection présidentielle et aussi pour le cautionnement. Nous sommes sortis avec satisfaction et tout le monde était d'accord. Il n'y a pas eu de contestation et le rapport a été remis au président de la commission. Il appartiendra désormais à la Direction générale des élections et à l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR de valider cette proposition ou de l'amender avant publication officielle. Avant cette publication, tout montant faisant l'objet de discussions actuellement dans la cité est sans fondement, selon les responsables de la commission financière de la DGE. Présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de Guinée en Hongrie avec présidence Moscou. Nyako Yaba a transmis au président hongrois les documents qui l'accréditent comme chef de la diplomatie guinéenne à Budapest. Commentaire Makeme Donzo. À Budapest, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée est accueilli au palais présidentiel dans le strict respect du protocole d'État. La cérémonie a débuté par la revue des troupes de la garde présidentielle, marquant le caractère solennel de cette journée. Devant le président de la République de Hongrie, l'ambassadeur Nyako Yaba de Guinée a remis les lettres de créance l'accréditant comme représentant officiel de Conakry à Budapest. C'est avec un grand honneur que j'ai présenté mes lettres de créance à son Excellence, Dr Thomas, président de la République de Hongrie, à qui j'ai transmis les salutations fraternelles et cordiales du président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. En réponse, le président hongrois m'a chargé de transmettre ses chaleureuses salutations et ses vifs remerciements à son homologue, le président de la République de Guinée, au gouvernement guinéen et au peuple de la République de Guinée. Après la remise officielle, un tête-à-tête a permis l'ambassadeur Abba et le président Tamas Sulhok d'évoquer les pistes de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de l'énergie. C'est un nouvel acte dans le renforcement des liens de coopération diplomatique entre Conakry et Budapest. Nous envisageons de dynamiser les relations de coopération entre nos deux pays en concrétisant par plusieurs accords de coopération. En clôture de cette journée, l'ambassadeur guinéen a été reçu en audience par la secrétaire d'État du ministère hongrois des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre Conakry et Budapest. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération économique et universitaire entre la Guinée et la Hongrie. Des accords bilatéraux sont en perspective, ouvrant une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, le projet Simandou s'est invité au débat, cité en exemple par les investisseurs. Des séries de rencontres audiences du ministre du Plan avec des personnalités de haut niveau. La Guinée veut ainsi transformer ses prestiges en opportunités concrètes, renforcer les alliances et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement. Fatoumata Kourouma.
En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la République de Guinée continue de marquer les esprits. Sous la conduite d'une délégation gouvernementale de haut niveau, notre pays affirme avec éclat sa place croissante dans l'économie mondiale. Au cœur de cette grand-messe financière internationale, un moment fort et inattendu est venu rappeler la transformation en cours dans notre pays. Le projet Simandou s'est invité au centre des débats. Lors d'un panel réunissant des investisseurs internationaux, le nom de la Guinée a résonné avec fierté. Simandou y a été cité comme un modèle de réussite africaine, un symbole d'ambition, de rigueur et de vision stratégique. Les échanges spontanés et enthousiastes ont mis en lumière ce projet d'envergure comme l'un des exemples les plus inspirants de partenariats gagnant-gagnant sur le continent. Aujourd'hui, si Simandou s'impose comme une référence mondiale, c'est parce qu'il incarne la Guinée du renouveau. Une Guinée qui mise sur la transparence et la performance, une Guinée qui transforme son potentiel minier en levier de développement durable, une Guinée qui, sous la direction du président Mamadi Doumbouya, conjugue audace, discipline et patriotisme au service de la prospérité nationale. Dans cette même atmosphère d'échange et de reconnaissance, la dynamique s'est poursuivie au cœur du siège du groupe de la Banque mondiale, où la délégation guinéenne a multiplié les rencontres de haut niveau. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a enchaîné une série de rencontres stratégiques, porteuses d'espoir pour le développement national. La première étape de cette journée diplomatique s'est tenue avec les responsables du Fonds saoudien de développement. Objectif: accroître l'investissement saoudien dans des secteurs clés pour la Guinée. Dans la foulée, le ministre guinéen a eu un entretien bilatéral avec son homologue d'Arabie Saoudite. Les deux parties ont convenu d'une collaboration inédite visant la formation de formateurs guinéens en lien direct avec Simandou Academy, l'une des composantes clés du programme Simandou 2040. S'en est suivi une rencontre empreinte de cordialité avec M. Moussa Faki Mahama, ancien président de la Commission de l'Union africaine, aujourd'hui consultant, médiateur et conseiller stratégique connu sur le continent. En sa qualité d'envoyé spécial d'une coalition portée par la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France et l'Égypte, il travaille à la catégorisation des pays au sein de l'ODC, une initiative visant la réduction des primes d'assurance pour favoriser l'investissement et alléger les charges de développement. M. Moussa Faki a profité de cette audience pour féliciter le général Mamadi Doumbouya, saluant à la fois la réussite du référendum constitutionnel et la qualité de la gouvernance actuelle. La journée s'est poursuivie avec un entretien de haut niveau avec le représentant de UK Export Finance, UKEF, l'un des principaux partenaires financiers de la Guinée. Autour de la table figurait le gouverneur de la Banque centrale, M. Karamo Kaba, Mme Maïmouna Diarabi, conseillère au sein du cabinet de la présidence de la République, ainsi que plusieurs cadres du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Rappelons qu'en juin 2025, l'UKEF et la Guinée ont signé un accord de financement historique de près de 2 milliards de livres sterling, destiné à soutenir plusieurs projets d'envergure, dont la cité administrative de Koloma, financée à 95% pour un coût total de 208 millions d'euros. Des programmes d'adduction d'eau et d'éducation, ainsi que le renforcement du secteur minier par l'exportation d'équipements lourds. Lors de cette nouvelle rencontre, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat. L'UKEF a exprimé sa volonté d'augmenter ses investissements en Guinée jusqu'à 5 milliards de livres sterling. Encouragé par la récente notation B+, avec perspective stable de notre pays. Je me souviens donc avec beaucoup d'émotion de mon voyage en Guinée il y a 3 ans et des projets considérables réalisés. C'est formidable de voir le gouvernement guinéen travailler ensemble sur des transactions, mais plus important encore, de voir ces transactions aboutir.
Alors, entendre que le projet de la cité ministérielle est achevé à 68% est vraiment, vraiment réconfortant. Et la note de crédit que vous avez obtenue, la note unique B+, est phénoménale. Une belle déclaration de confiance dans ce que vous faites en Guinée. Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée d'être impliqués et toujours impatients de faire plus encore. Au cœur de Washington, comme sur toutes les tribunes internationales, Simandou s'impose désormais comme l'un des visages du renouveau guinéen, une preuve éclatante de la place que le pays occupe aujourd'hui dans le débat économique mondial. Un succès qui porte la marque du comité stratégique de Simandou, dont la présidence est assurée par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, sous l'impulsion et la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dont l'engagement pour une Guinée forte, souveraine et respectée continue d'inspirer confiance et admiration. Dans le reste de l'actualité, suivi rapproché des grands chantiers du ministère du Travail et de la fonction publique. Le ministre était récemment sur le site de construction de la future école nationale de l'administration à Kennedy, préfecture de Dubrika. Taux d'exécution des travaux 60% sur les 5 lots du projet. Les travaux avancent à la satisfaction de la délégation conduite par le ministre Faya François Bourouno. Mohamed Chérif Kamara, Moussa Naminakita. Au pied du mont Kakoulima, dans la préfecture de Dubreka, les travaux de construction de la future école nationale d'administration de Guinée se poursuivent à un rythme jugé satisfaisant. Bâtie sur une superficie de 6 hectares, la nouvelle ENA comprendra des salles d'études, des logements, ainsi que des espaces de détente destinés à offrir un cadre moderne et propice à la formation. Pour s'enquérir de l'évolution des travaux, le ministre du Travail et de la fonction publique s'est rendu sur le site. L'état d'avancement physique se situe entre 55 et 60%. Et l'état d'avancement aussi de paiement, le taux de paiement est de 40% aussi. Donc cela vous montre combien de fois nous avons voulu faire vraiment des efforts pour vraiment aller de l'avant. On évolue vite et on veut finir dans le délai. Nous rassurons que le projet s'exécute dans les règles de l'art avec la vigilance de tous les techniciens concernés pour les différents lots. Et nous avons un suivi sur place et aussi la mission de contrôle qui fait des contrôles dans la semaine. Et nous aussi, nous venons sur le terrain. Avec un taux d'exécution de 60%, le ministre Bourouno a constaté une évolution significative de ce projet d'envergure nationale. Aujourd'hui, je constate un niveau d'avancement très appréciable. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires, tous les acteurs intervenant sur ce projet, les collaborateurs du ministère du Travail et de la fonction publique, particulièrement la Direction générale de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Et il faut rappeler que cette école est une composante essentielle du programme Simandou Academy, relevant de la vision de développement Simandou 2040. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi rapproché des grands chantiers publics. Installation des nouveaux promus dans les différents départements ministériels. Il s'agit des secrétaires généraux et chefs de cabinet. Les cérémonies ont été présidées par le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, a profité de cette circonstance pour rappeler le cadre juridique et réglementaire de chaque prérogative. Cette nouvelle configuration vient ici matérialiser la refondation de l'État conformément aux directives du général, le président Mamadi Doumbouya. Abakar Diaby, Morlaï Souma. Pour la bonne continuité de l'administration publique guinéenne, le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano et son cabinet procèdent à l'installation des nouveaux promus dans plusieurs départements ministériels. Cette passation de service qui se tient sous le leadership du chef du gouvernement Amadou Ouriba concerne les secrétaires généraux et les chefs de cabinet, nouvellement nommés par décret présidentiel. C'est une nouvelle configuration étatique pour booster l'efficacité administrative en Guinée. C'est un traditionnel exercice qui concerne près d'une dizaine de ministères, dont l'agriculture, le tourisme, l'industrie, le commerce, la pêche, la jeunesse, l'énergie, l'élevage et la santé.
Permettez-moi donc de rappeler ici que c'est la volonté du chef de l'État d'abord de promouvoir les filles et les fils de notre pays afin de conduire le changement qui est en cours. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est aussi renforcer les départements ministériels à travers ces compétences-là. Par décret D092, D093 du 13 octobre 2025 et sur proposition de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, le chef de l'État vous a nommé respectivement Madame Douno, secrétaire générale du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Bamba Oliano, secrétaire général du ministère du Commerce, Monsieur Diallo, chef de cabinet du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Massouma, chef de cabinet du ministère du Commerce. Félicitations à vous quatre, que Dieu vous bénisse et qui vous accorde la santé et l'énergie nécessaires pour accomplir ces tâches. Ces nouveaux promus au poste stratégique de l'État mesurent déjà les défis actuels et comptent les accomplir par une mission réussie et digne. Une première étape décisive pour matérialiser la vision du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya. Je m'engage donc à contribuer à l'instauration d'un cadre de travail fondé sur la concertation, la confiance et le respect mutuel. Je m'engage ici à poursuivre dans la continuité et le respect des acquis le travail que vous avez amorcé dans un esprit de collaboration et de cohérence institutionnelle. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et je m'engage à vos côtés à faire de cette fonction un levier d'efficacité, de coordination et de résultats concrets au service de la nation. Ces cérémonies d'installation et de passation des services, le fondement juridique et le pouvoir de chaque promu est rappelé pour consolider les bases essentielles d'une administration publique rompue à la tâche. La compétence de ces cadres investis de la confiance du chef de l'État est également soulignée. Les efforts consentis par les cadres sortants dans la coordination des actions publiques depuis un certain temps sont aussi appréciés à leur juste valeur. Cette cérémonie est un acte majeur de la vie administrative. Elle traduit la continuité de l'État, le renforcement de la gouvernance et l'affirmation de la confiance que les plus hautes autorités placent en leur cadre pour servir la nation. Je saisis cette occasion pour féliciter chaleureusement les entrants pour la confiance placée en eux et rendre un hommage aux sortants pour leur sens du devoir, leur loyauté et les efforts fournis dans le service public. Dans ces différents départements ministériels concernés, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet entrants et sortants sont tous enthousiastes pour contribuer à travailler ensemble pour le développement socio-économique en Guinée. Ils s'engagent à promouvoir une bonne gouvernance participative et inclusive axée sur l'esprit d'équipe, de transparence et de responsabilité. Très prochainement, d'autres ministères vont être soumis à ces mêmes objectifs républicains pour qualifier davantage le service public guinéen au bénéfice des populations. Dans l'actualité également, outre la modernisation des écoles et la formation du personnel au sein du ministère de l'enseignement technique, le département vient d'honorer les lauréats de l'année académique 2024-2025. La cérémonie a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement, un signe d'engagement à promouvoir l'excellence pour former des ouvriers et techniciens de qualité. Tchernos Mandialo. L'approche est toute nouvelle dans la promotion de l'enseignement technique. D'une manière solennelle, le département, pour la première fois, célèbre les lauréats avec d'importants présents. Des ordinateurs portables, des tablettes numériques et des kits d'apprentissage pour rendre hommage aux 87 lauréats, dont 27 jeunes filles et 50 boursiers qui, eux, reçoivent en plus l'équivalent de 3 mois de bourse d'entretien. Ceci nous montre que vraiment le travail, le courage et vraiment le mérite est récompensé en Guinée. En fait, je suis très content, je suis très ému. J'ai des outils et ça, maintenant je peux profiter encore de me former encore de plus parce que j'ai des outils maintenant. Aux côtés des membres du gouvernement et des lauréats, des parents tout aussi fiers du parcours de leurs enfants et d'anciens ministres mobilisés pour rappeler l'enjeu de l'enseignement technique dans le développement du pays. Un jeune qui est formé dans ces écoles-là ne chôme jamais.
C'est une voie royale pour donner à tout jeune un emploi, soit dans les industries, soit au niveau du secteur privé, soit il crée lui-même sa propre entreprise. Cet événement qui honore les lauréats de l'enseignement technique a aussi été mis à profit pour souligner les actions menées au sein du département dans la modernisation des infrastructures et filières, la formation des formateurs et partager la vision présidentielle dans le secteur en lien avec la mise en œuvre du projet Simandou. Tout ceci a été rendu possible grâce à la vision d'un seul homme, d'un seul leader soucieux du bien-être de son peuple, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. La présente cérémonie, première du genre, marque une étape importante dans la valorisation de nos talents, la promotion de l'excellence et le renforcement de l'inclusion dans les filières techniques et professionnelles. L'excellence ne connaît ni limite physique, ni barrière sociale, ni plafond de verre. Les femmes guinéennes qui bravent les stéréotypes, comme les personnes vivant avec un handicap, qui révèlent chaque jour des défis invisibles, nous rappellent que la détermination, le talent et la passion restent les moteurs essentiels de la réussite. Avec cette cérémonie de reconnaissance, les lauréats garderont un souvenir indélébile d'une journée qui consacre également la volonté du gouvernement à poursuivre les efforts pour rendre le secteur de l'enseignement technique plus attrayant. Une nouvelle infrastructure sanitaire pour les populations du quartier Kobaya Village, commune de Sonfonia. Son opérationnalisation est effective à partir de ce vendredi. Il s'agit de rapprocher les populations des structures sanitaires pour des soins de qualité. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à l'inauguration de l'édifice. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. 2 mois après la mise à disposition du centre de santé amélioré Lorient Doumbouya de Kobaya Plateau, c'est une nouvelle infrastructure sanitaire qui est sortie de terre dans cette même commune de Sonfonia. Il s'agit du centre de santé urbain de Kobaya Village. L'établissement est composé d'une pharmacie, d'une salle d'accouchement, de laboratoire et de plusieurs autres salles pour la vaccination et les soins. Notre joie est immense encore, nous les femmes de Kobaya. Ce bijou que le président Mamadi Doumbouya vient de nous donner nous réconforte. Nous demandons au président de continuer dans cette dynamique qui est celle d'offrir les soins aux populations. Je suis très satisfaite. Je remercie le président de la République. Je lui remercie pour tout ce qu'il fait pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens à travers la santé aujourd'hui qui est un état concret dans notre commune de Sonfonia. Nous avons aujourd'hui réellement dans notre commune 3 centres de santé, les uns plus grands que les autres, qui aujourd'hui est au service de la population. Cette volonté politique du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de rapprocher les services de soins de qualité aux communautés se matérialise de plus en plus sur le terrain par le département de la santé et de l'hygiène publique. La mise en service de cette nouvelle structure sanitaire permettra désormais de faciliter la prise en charge adéquate des populations de Kobaya et environnants. Ce centre de santé, tel que vous venez de le découvrir, constitue un élément essentiel de prévention et de prise en charge de proximité. Chers personnels de santé, cette infrastructure est désormais votre lieu d'exercice. Elle vous engage à faire preuve de professionnalisme, de disponibilité et d'humanité dans l'accomplissement de votre mission. Dans cette même commune, un autre centre de santé est à ce jour en phase de finition. Cet autre édifice sanitaire vient ainsi allonger la liste de plusieurs infrastructures en construction dans cette commune de Sonfonia pour le bien-être de la population. De la Grande Miette, le projet ECO-VIH est officiellement lancé au centre de traitement des maladies transmissibles du camp Alpha Yaya Diallo. L'idée d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et renforcer les capacités des hôpitaux militaires pour une réponse efficace et rapide face à l'épidémie. Adjida Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire.
C'est une rencontre d'échange sur la gestion des maladies infectieuses et sexuellement transmissibles. Elle se tient ici, au centre de traitement épidémiologique du camp Alfaya Diallo. L'enjeu majeur de cette journée est clair. Le dépistage et la prise en charge des maladies infectieuses, en particulier le VIH-Sida, au sein des forces armées guinéennes. Il s'agit du lancement du projet ECO-VIH. Le modèle ECO représente plus qu'un simple outil technologique. Il est une révolution dans l'accès au savoir, une approche qui met en valeur l'intelligence collective, la solidarité professionnelle et l'apprentissage en réseau. Grâce à ce dispositif, nos prestataires de santé militaire, même les plus éloignés, auront désormais accès à une expertise de haut niveau, à des formations continues et à un accompagnement technique rapproché. Le projet ECO-VIH-Sida est un programme essentiel soutenu par le département américain. Il vient répondre à un besoin urgent, celui de renforcer les capacités du personnel spécialisé dans le domaine de la lutte contre le VIH au sein des entités militaires, mais aussi auprès des populations. Aujourd'hui, nous avons la chance et nous avons un programme VIH couplé aux hépatites. Toutes ces maladies sont prises en charge. Le traitement est gratuit. Donc ça, c'est l'actif des autorités, le ministère de la Santé. Le projet ECO-VIH marque l'entrée des forces de défense guinéennes dans une nouvelle ère de modernisation des pratiques médicales liées à cette pandémie. Je remercie les autorités militaires américaines pour l'initiative et leur soutien constant qui traduit la qualité de la coopération entre les institutions de défense de nos deux pays. J'associe à ces remerciements le ministère de la Santé pour son appui régulier au développement des stratégies et programmes de la Direction générale des services de santé des armées. Ce projet novateur vise à freiner la propagation des maladies infectieuses, garantissant ainsi une prise en charge efficace de certaines pathologies transmissibles au sein de notre population. Octobre Rose, la campagne se poursuit surtout pour le cancer du col de l'utérus, une pathologie qui occupe le premier rang des cancers féminins. Selon les statistiques, près de 1000 nouveaux cas sont signalés, sont enregistrés chaque année. Vous allez le voir, à Koya, une des victimes est en détresse. Elle vit avec la maladie depuis bientôt une année. Le club des femmes, leader de la santé, est allé à sa rencontre pour un plaidoyer afin d'obtenir un soutien financier. Images et témoignages, Hadia Toubari. Du haut de ses 70 ans, elle fait face au cancer du col de l'utérus. Par peur de la stigmatisation de la société, cette patiente nous raconte son histoire à visage non découvert. Après, j'ai été surprise par cette maladie. J'ai eu des saignements qui m'ont envoyé à l'hôpital. Après plusieurs examens, le médecin m'a dit que je souffre de cette maladie. Mais je n'ai pas l'argent pour aller à Dakar. À Koya où elle vit, la septagénaire est directement conduite au centre médical Bernard Kouchner. Les premiers soins ont permis d'arrêter le saignement et d'améliorer son état de santé. Et cette patiente a bénéficié non seulement de la biopsie. Après la biopsie, le résultat a confirmé le diagnostic de carcinome épidermoïde. Donc, la stratégie de traitement a été élaborée, mais malheureusement, elle n'a pas eu de soutien. Donc, vous voyez, la maladie a progressé. Maintenant, à ce stade-là, il faut impérativement lui faire une radiothérapie. La radiothérapie, elle est efficace 6 semaines après la chirurgie. Malheureusement, on n'a pas de radiothérapie. Dépistée depuis une année par faute de moyens financiers, cette mère de famille peine à entamer la chimiothérapie devant rompre la progression des cellules cancéreuses. D'où ce plaidoyer du club des femmes leaders de la santé. On s'est dit que c'était important de faire un plaidoyer auprès du gouvernement car elle est à un stade où elle peut être sauvée. Donc, raison pour laquelle notre ONG, le Club des femmes leaders de la santé, qui aujourd'hui fait de cette lutte un combat de tous les jours. Au cours de ce mois dédié à la cause de la lutte contre les cancers féminins, le Club des femmes leaders de la santé se veut plus engagé.
Ces femmes leaders comptent sur leur plaidoyer pour sauver la vie de cette septagénaire qui se bat depuis plus d'1 an contre le cancer, un mal pernicieux. Poursuite des réformes budgétaires, le déploiement de nouveaux outils est en nette progression avec l'appui des partenaires comme Afrita, que le FMI est modèle de prévision et simulation recette est disponible. Le pool financier se familiarise avec le dispositif pour son opérationnalisation. Mohamed Seyar Souma. Longtemps attendu, le modèle de prévision et de simulation des recettes est enfin disponible. Son appropriation intéresse le pool économique. Déjà, les cadres se mettent à jour pour relever ce défi. Le processus se veut inclusif et dynamique. Ce sera un modèle adapté à nos réalités. Ce sera encore un modèle qui pourra nous aider à tenir compte des fluctuations de notre économie et des chocs auxquels il pourra faire face. Ce sera également un modèle qui pourra nous permettre de simuler l'impact de la politique fiscale sur la mobilisation des recettes. Et on a évité en fait que ce soit un modèle qui est conçu et qui est mis à disposition. On a souhaité qu'il soit conçu avec tout le monde parce qu'il est pour tout le monde. Pour l'harmonisation des prévisions et du suivi des recettes, la demande était croissante au niveau des départements sectoriels de l'économie. Cet outil est perçu comme un début de réponse à cette préoccupation. C'est vrai qu'il y a différents comités de validation, que ce soit les données du cadrage macroéconomique, que ce soit les données budgétaires, mais toujours est-il qu'on n'avait pas cet outil de consolidation. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que l'Afrique de l'Ouest nous accompagne et mette à notre disposition non seulement l'outil, mais aussi des experts qui vont nous former, qui vont nous orienter jusqu'à la maîtrise totale de ce nouvel outil. Et pour cela, nous leur adressons nos sincères remerciements pour cet appui constant. Une fois maîtrisé, il sera question de rendre opérationnel le modèle de prévision et de simulation des recettes, un outil qui va sans doute aider dans la prise des décisions visant à orienter la politique fiscale ainsi que l'élaboration de la loi de finances. Institué dans le cadre de la coopération économique entre la Guinée et la Corée, le projet KSP vient de connaître son épilogue après plusieurs mois de partage d'expériences. Le modèle coréen dans le développement industriel a été longuement abordé. Marwan Kamara, Lansana Marisila. Au plan industriel, des idées germent sur l'axe de coopération Conakry-Séoul. Sur le projet KSP Guinée, l'on vient d'achever plusieurs mois de formation et de partage d'expériences. Ici, acteurs industriels guinéens et experts coréens se retrouvent pour présenter le rapport final et clôturer ce programme de partenariat stratégique 2024-2025 qui va permettre à la Guinée de s'inspirer du modèle coréen pour qualifier le secteur industriel national. À travers ce partenariat et la présentation de ce rapport final, nous avons plusieurs leviers désormais pour la mise en œuvre de notre politique nationale de développement industriel. Nous pensons que la finalisation de cette collaboration et consultation conjointe BAD et Corée du Sud vient à point nommé et surtout nous dynamiser dans notre quête d'une industrialisation inclusive, d'une industrialisation où le secteur privé se retrouve au cœur même de la stratégie nationale, pour que la prospérité soit partagée à la fin du processus. Durant cette phase de coopération, les experts ont mené plusieurs études sur la compétitivité des entreprises locales, la gouvernance industrielle et la création de zones économiques spéciales. Des sessions de formation ont également permis de renforcer les compétences techniques et managériales de nombreux cadres guinéens. À travers ce projet KSP qui est appuyé et financé par la Banque Exim de Corée et la BAD, c'est un grand plaisir de pouvoir contribuer au développement industriel de la Guinée et j'espère que ce rapport sera également une opportunité pour la Corée du Sud de continuer sa coopération avec la Guinée. À travers le programme KSP, la Guinée pourrait désormais tracer sa voie vers un développement industriel plus performant et durable.
Promotion et valorisation des produits guinéens à fort potentiel d'exportation. L'agence guinéenne de promotion des exportations veut gagner ce pari en partenariat avec l'ambassade d'Italie en Guinée. Une rencontre d'information sur la foire internationale d'Italie 2026 est organisée. C'est une plateforme européenne dédiée aux fruits et aux légumes et autres produits, autres technologies agricoles. C'est la ministre du Commerce, Fatima Kamara, qui a présidé la rencontre. Mamadou Bassila, Mohamed Chérif Kamara. Ces acteurs du secteur agricole guinéen se mettent en synergie pour un positionnement stratégique en vue de la foire MacFruit 2026. L'objectif est d'informer, de sensibiliser et d'encourager les opérateurs du secteur à explorer le potentiel de cette foire. Vous savez, avec la digitalisation, déjà des potentiels investisseurs, de potentiels acheteurs peuvent vous voir en ligne avec vos fruits. Donc, arrivé en avril en Italie, vous ne ferez que discuter avec eux et conclure des contrats si vous êtes déjà entendu. Donc on va leur montrer tout cela, on va leur montrer comment adapter réellement les emballages et les produits aux normes italiennes, européennes. Bien que l'édition 2026 mette un accent particulier sur la mangue et l'avocat, la Guinée ambitionne de valoriser une large gamme de produits agricoles issus de différentes filières telles que l'ananas, l'anacarde et le karité, afin de refléter la diversité et la qualité de son offre exportable. C'est une foire si grande que la vaste majorité des pays de l'Afrique sont déjà là. Le Mali est déjà là. Le Burkina Faso est déjà là. La Guinée nous manquait. Et alors on a fait cette initiative de venir avec une offre commerciale. L'édition 2026 mettra particulièrement à l'honneur deux fruits emblématiques, la mangue et l'avocat. Ce choix thématique résonne tout particulièrement pour notre pays, car nos mangues figurent parmi les meilleures de la sous-région et nous commençons également à valoriser la filière de l'avocat. Au cours de ce conclave tenu à Conakry, les participants ont été édifiés sur les conditions concrètes de participation. Les offres de réservation de stands ainsi que les différentes formules d'exposition ont été présentées aux entreprises intéressées. Les opérateurs ont également été préparés à mieux valoriser leurs produits en vue d'une éventuelle participation guinéenne, tout en étant sensibilisés à l'utilisation de la plateforme de business matching, un outil destiné à optimiser leur présence et à faciliter l'organisation de rendez-vous B2B ciblés. Et puis le reportage Découverte nous amène à la rencontre d'un jeune journaliste converti en entrepreneur. Un programme de formation de plus de 5000 jeunes à travers le pays est lancé. Ali Badara Kondé, c'est son nom. Il entend ainsi doter les jeunes Guinéens de compétences pratiques à leadership, développement personnel et création d'entreprises. Saint-Martin Fancinadounou. Former un jeune, c'est bâtir une nation. Loin d'être un simple slogan, c'est la vision d'un jeune entrepreneur, leader et coach. Ali Badara Kondé, PDG d'Am Conseil et Am Group, lance son ambitieux projet de formation de plus de 5000 jeunes à travers le pays. En tant que jeunes de Guinée, nous avons le devoir d'accompagner notre pays. Donc Am Group, à travers son cabinet Am Conseil, a initié la formation de 5000 jeunes à travers toute la Guinée. Donc dans 10 localités, on va former 500. Mais Kindia, au lieu de 500, maintenant nous sommes à 850. La ville de Kindia constitue la première étape de ce programme de 3 mois. L'objectif de ce vaste programme est de renforcer les capacités des jeunes Guinéens afin de les rendre autonomes, entreprenants et utiles à leur communauté. Je vais devenir une grande personnalité dans le monde, admirée, appréciée. Cette initiative vise également à promouvoir une jeunesse consciente de son potentiel et de son rôle dans le développement national et créer une nouvelle génération de leaders capables d'impulser le changement dans leurs régions respectives. Dans une Guinée nouvelle, ça passe par une formation. La formation que M. Ali Badara Kondé va donner à travers le groupe AM, sa personnalité, son personal branding, son parcours, il va essayer vraiment de raconter cela pour que les jeunes comprennent qu'on peut naître en Guinée, travailler, étudier ici, évoluer ici, réussir ici, inspirer et être au service de son pays tout en restant sur place. En formant plus de 5000 jeunes à travers le pays,
AM Conseil et AM Group entendent favoriser la création de micro-entreprises locales, réduire le chômage des jeunes diplômés, renforcer le leadership communautaire, la participation citoyenne et promouvoir une économie plus inclusive et durable. Toujours à Kindia, formation des receveurs et secrétaires généraux des collectivités, l'utilisation des outils numériques dans la gestion financière des collectivités locales est enseignée. C'est un programme du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sur financement de la Banque mondiale. Yaya Silla. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, renforce les capacités des agents et cadres des collectivités locales. Cette rencontre des receveurs et secrétaires généraux des collectivités vise à former ces derniers à l'informatique de base et à l'utilisation des tableurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de les renforcer en capacité sur la maîtrise d'un instrument de gestion budgétaire et comptable pour être mieux redevables et faire la traçabilité, le suivi des différentes ressources financières mises à disposition des collectivités, mais aussi les outils sur les instruments de mobilisation de ressources financières au sein des collectivités. Préalablement, on leur donne des cours d'informatique pour qu'ils s'habituent avec l'outil informatique. Ensuite, on fait la comptabilité administrative pour la confection du budget primitif. Ensuite, on fait l'élaboration du compte de gestion pour les receveurs. Financé par la Banque mondiale, ce projet exécuté avec la collaboration de l'Agence nationale de digitalisation est un processus qui aboutira en 2026 à la mise à disposition d'un système intégré au sein des collectivités et qui va créer l'interopérabilité entre les plateformes de collecte d'informations sur les ressources financières. Ça nous permet d'évoluer plus rapidement parce qu'avant, quand on travaillait sur le budget, on termine, on part travailler sur le compte administratif. Maintenant, quand on travaille sur le budget avec ce tableur Excel-là, quand on travaille sur le budget, nous avons directement les données sur le compte administratif. La rencontre de Kindia est sanctionnée par la remise des attestations aux participants. La ville de Forêt-Caria change de visage. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées dans le centre urbain. École, symbole de bienvenue dans le Moria et une rénovation complète de la Villa des Hôtes. L'autorité préfectorale compte offrir de meilleures conditions de vie aux populations de Forêt-Caria. Les images de Sidiki Sissé sont commentées par Moussa Bangoura. Forêt-Caria, dans l'élan du développement, ici dans la préfecture, l'autorité préfectorale met à la disposition des citoyens un certain nombre d'infrastructures publiques. À la rentrée de la commune rurale de Moribaya, c'est ce arc de triomphe qui est réalisé pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Plus loin, dans la commune urbaine, la Villa des Hôtes, qui était abandonnée depuis des années, a été réhabilitée et équipée. Cet édifice qui est derrière nous, bâti sur le leadership de monsieur le préfet pour magnifier que Forêt-Caria est un peuple uni. Que Forêt-Caria, il n'y a que des jeunes qui prônent la paix, l'unité et la prospérité. Dans le domaine de l'éducation, c'est une école de 3 salles de classe qui a été construite dans le district de Kitrin, commune rurale de Kalia. Cet établissement d'enseignement élémentaire vient remplacer ce hangar. En ce début d'année scolaire, plus de 100 enfants ont été inscrits pour la première fois. Nous ne sommes pas des cadres de bureau, nous sommes des cadres de développement. Le DPE doit être sur le terrain pour constater le manque. C'est exact, il a poussé, il est allé constater un manque cruel de l'école à Kitrin. Il m'a remonté l'information. Il y avait plus de 150 enfants qui n'ont pas scolarisé. Arrivé, je me suis dit de montrer là où on a perdu l'école. Il m'a montré, j'ai pris l'engagement au nom du président de la République. La remise de ces édifices a mobilisé population, responsables administratifs, services de défense et de sécurité et autres personnalités venant de la région de Kindia.
Plus loin, retrouvailles ou acte de reconnaissance à Kissidougou après le vote référendaire. Leur remerciement des différentes couches qui se sont mobilisées pour un oui massif avec un taux estimé à près de 95% dans la préfecture. Riba Maoulem Foufana pour les détails. Dans la cité de Kissi-Faramaya, c'est un rendez-vous décisif qui regroupe l'ensemble des couches socio-professionnelles à la Maison des Jeunes. Un moment solennel mis à profit par les fils ressortissants pour remercier les populations de Kissidougou pour avoir marqué un tournant décisif lors du scrutin référendaire avec un taux de participation de 91,99%. Nous remercions les citoyens de Kissidougou pour le vote massif. C'est au nom du ministre secrétaire général du gouvernement qui avait autrefois conduit notre délégation ici lors de la campagne référendaire. Après donc la victoire de oui, il nous a encore mandaté pour venir traduire son message de reconnaissance à l'endroit de nos parents. La jeunesse de Kissi-Faramaya a entendu cet appel. Elle a choisi d'accomplir sa mission. Cette rencontre est un espace de reconnaissance des acquis de la transition. Ici, les discours succèdent pour lui les efforts de la transition. Un temps fort pour réitérer leur soutien indéfectible à l'homme du 5 septembre 2021. Nous nous engageons à poursuivre la mobilisation citoyenne dans la paix, la discipline et la ferveur patriotique jusqu'à la victoire du peuple. Durant la rencontre, autorités et fils ressortissants appellent au renforcement de la paix et la quiétude sociale à Kissidougou. Jeunes, femmes et religieux ont tous promis de maintenir ce cap auprès des autorités et fils ressortissants pour un lendemain meilleur en Guinée. Ils sont jeunes, brillants et porteurs de projets innovants. Les finalistes du Hackathon Rio Tinto 2025 ont été reçus au siège de l'entreprise par le directeur général. Les débats et les entretiens portent essentiellement sur la promotion du leadership jeune. Sona Sagnon. Ambiance solennelle mais chargée d'émotions ce matin au siège de Rio Tinto à Kolea. Les finalistes du Hackathon Rio Tinto 2025 de jeunes étudiants venus de plusieurs institutions universitaires du pays ont été reçus par le directeur général de l'entreprise. J'étais frappé par la richesse des débats, la diversité des projets et l'envie de ces jeunes à être des entrepreneurs, à être les leaders du secteur privé guinéen demain. Et c'est ça l'objectif de Rio Tinto. Donc je les encourage vraiment à approfondir les réflexions sur leurs projets, à présenter ces projets à des institutions financières pour les accompagner pour la matérialisation et l'opérationnalisation de leurs projets. Le Hackathon Rio Tinto 2025, bien plus qu'un simple concours, se veut un véritable pont entre l'entreprise et la jeunesse guinéenne. Cette rencontre symbolique marque la fin d'un parcours riche en innovation, mais surtout le début d'une aventure professionnelle prometteuse pour ces jeunes talents. C'était un grand plaisir, mais aussi un honneur de rencontrer un homme qui dirige autant de personnes. On a appris de lui, on a appris de ses expériences. Il nous a aussi aidé à améliorer nos pitchs et comment présenter notre projet le jour J. J'espère que ce Hackathon Rio Tinto 2025 va nous apporter une positivité dans nos projets, dans nos différents projets, parce que nous sommes plusieurs. Il y a plus d'une vingtaine de jeunes qui sont là pour ce Hackathon Rio Tinto 2025. Pour le directeur général de Rio Tinto, cette initiative illustre l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation locale, de la formation et de l'inclusion des jeunes en Guinée. Et puis, la Fédération nationale du sport a officiellement lancé ses activités le week-end dernier. Le numérique dans le sport pour contribuer à l'essor économique de la Guinée sur le credo de cette nouvelle discipline qui mobilise la jeunesse. C'est le ministre des Sports et celle des Postes et Télécommunications qui ont co-présidé la cérémonie. Abdoulaye Diallo, Sadouba. La passion du sport numérique se transforme en opportunité pour la jeunesse guinéenne.
Avec cet agrément, la fédération a la lourde tâche de structurer le secteur et d'organiser des compétitions pour une rentabilité efficace des e-sportifs. Je vais profiter pour remercier les autorités qui ont bien voulu nous faire confiance pour nous responsabiliser et nous donner la délégation de pouvoir pour créer la première fédération nationale d'e-sport de Guinée. On est très ambitieux et également on a de l'espoir. Le Sénégal est fier de partager avec la Guinée cette conviction. Le jeu vidéo, l'e-sport sont aujourd'hui l'innovation qui vient renforcer les liens fraternels hérités de nos anciens. Pour profiter largement des avantages liés au sport numérique, l'implication de l'État s'avère indispensable dans la construction des infrastructures adéquates. Un engagement qui placera la Guinée parmi les pays émergents dans le domaine. Nous aurons également l'opportunité de faire du e-sport un levier d'insertion sociale et éducative. En utilisant cette discipline pour renforcer les compétences numériques, la discipline, l'esprit de compétition, la créativité, mais aussi pour sensibiliser aux usages responsables du numérique. La création de cette fédération qui pourra réconcilier un peu plus les familles parce qu'ils vont sensibiliser évidemment les pères, les mères pour les expliquer que les enfants ne font pas que de l'utile avec leur manette, mais qu'ils peuvent devenir des champions. La Fédération nationale d'e-sport envisage de belles perspectives pour l'épanouissement des jeunes et le développement économique de la Guinée à travers les jeux vidéo. Enfin, page noire, c'est un dernier hommage empreint d'émotion et de reconnaissance que la famille du football guinéen a rendu à Fodilai Camara, gardien emblématique du Sili national. Il laisse derrière lui le souvenir d'un homme de conviction, d'un sportif respecté et d'un patriote au service du drapeau. Le dernier tour d'honneur de l'araignée de Koya dans son stade fétiche de Koléa, c'est dans ce reportage signé Komara Moussa. Jour, mais le silence de la douleur. Au stade préfectoral de Koya, l'émotion est à son comble. Des supporters, anciens joueurs et proches se rassemblent autour du cercueil recouvert du tricolore national. Tous venus dire adieu à Fodilai Camara. Pour beaucoup, c'est une légende du football guinéen qui s'en va, un modèle d'humilité et de courage. Fodilai était un Guinéen tout court, un patriote, quelqu'un qui a servi la nation sans arrière-pensée. Aujourd'hui, toute la famille du football guinéen est orpheline de ton départ. Fodilai a laissé des souvenirs dont on ne pourrait jamais effacer. Dans les regards, la tristesse. Dans le cœur, la fierté d'avoir connu un homme droit et généreux. Pour sa famille, c'est une perte immense, mais aussi une consolation de voir toute la nation unie autour de son souvenir. Ces témoignages nous rappellent que Fodilai ne nous quitte pas vraiment. Il continue de vivre dans la mémoire collective, dans chaque stade, dans chaque enfant qui rêve de devenir gardien et dans chaque supporter qui crie son nom avec fierté. Les autorités sportives et administratives ont salué le parcours exemplaire du défunt, des mots de reconnaissance, mais aussi des promesses de pérenniser sa mémoire à travers le sport. Fodilai Camara a été un héros. En matière de football, il a été parmi les meilleurs gardiens du Sili national. Et à travers ces résultats, nous avons compris que c'est une personne qu'il faut rendre tous les hommages. Dans un silence poignant, le stade de Koya a vu partir pour la dernière fois celui qui aura tant défendu les couleurs nationales. Fodilai Camara s'en va, mais son empreinte, elle, restera à jamais dans les annales du football guinéen. Il laisse derrière lui une femme inconsolable et 4 enfants. Dors en paix, grand champion. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.